Lucie, je suis très contente qu'on puisse t'accueillir aujourd'hui. Moi, je connais Lucie depuis une petite dizaine d'années par là et avant d'aborder son CV riche, je voudrais d'abord, souligner, les qualités, humaines de Lucie parce que c'est une scientifique, avec qui il est très agréable de collaborer, toujours partante pour de nouveaux projets et je dois le témoigner, extrêmement investie dans ses responsabilités. Lucie est toujours de bonne humeur et elle sait fédérer autour d'elle les personnes qu'elle entraîne grâce à un dynamisme, je dois dire, absolument remarquable et avec une dimension, internationale. Donc Lucie, elle est vétérinaire et épidémiologiste. Elle a fait un double cursus. Donc elle est diplômée de l'école, nationale vétérinaire de Toulouse en 2012 et puis en même temps que son cursus de vétérinaire, elle a fait, un parcours recherche puisque dans sa dernière année d'école, elle a aussi fait un master 2 en santé animale et épidémiosurveillance dans les pays du Sud. Et puis ensuite, elle a enchaîné avec un doctorat d'université en épidémiologie et santé publique à Nantes, à l'université de Nantes. Et le sujet de sa thèse était quantifier, comprendre et réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage porcin en Europe. Et cette thématique de l'utilisation des antibiotiques et de la problématique de l'antibiorésistance l'a suivie ensuite tout au long de sa carrière. Et parce que c'est une problématique effectivement importante. Vous savez que dans le monde, 80% des antibiotiques sont utilisés chez l'animal. Et il est important d'étudier les déterminants psychosociologiques, économiques et techniques de l'utilisation des antibiotiques. C'est important d'avoir des données pour faire des choix politiques et c'est ce à quoi Lucie s'emploie, à faire de l'evidence-based. Donc, à la suite de sa thèse, elle a passé 4 ans à Berne, en Suisse, et puis en tant que résidente, et puis donc en tant que vétérinaire et consultante en épidémiologie. Puis elle a été ensuite de 2017 à 2019 au laboratoire de microbiologie de l'Agence de santé publique du Canada. Et depuis 2020, elle est chargée de recherche à l'ANSES à Lyon en épidémiologie. Elle a réalisé tout au long de son parcours, donc je vous le disais, sur la problématique de la résistance, et elle a très vite intégré le fait qu'on ne peut pas étudier cette problématique seulement par le prisme de l'animal, comme on ne peut pas l'étudier que par le prisme de l'humain non plus. Et elle s'est emparée de ce sujet avec la mise en pratique de la dimension One Health. Et elle a coordonné notamment une très belle étude dont elle va parler, je pense, sur la faisabilité et la mise en pratique en France du One Health dans la surveillance de la résistance aux antibiotiques. Vous allez voir qu'on a des marges de progrès. Donc Lucie est convaincue de cette nécessité de travailler de façon intégrée et elle co-coordonne d'ailleurs actuellement au niveau national le réseau de surveillance de l'antibiorésistance chez les bactéries pathogènes chez les animaux, réseau RESAPAT qui a plus de 40 ans. Elle coordonne aussi dans le cadre d'un méta-réseau Promis au niveau national un groupe de travail sur la surveillance intégrée One Health de l'antibiorésistance et avec l'élaboration avec des collègues de l'INRIA d'un entrepôt de données pour pouvoir faire de l'analyse de big data. Et au sein d'un réseau européen qui s'appelle UJAMRAI et qui a pour vocation elle dirige aussi un groupe qui a pour vocation aussi d'essayer de convaincre les politiques d'aller vers une surveillance intégrée One Health au niveau de 30 pays du continent européen. Et dans ce cadre-là, elle a développé un réseau qui s'appelle IARSVET de surveillance de la résistance chez les animaux malades en Europe, ce qui n'existe pas jusque-là, que ce soit animaux de production ou animaux de compagnie. Et elle est aussi impliquée dans un projet en santé animale par la FAO. Lucie est aussi diplomate du Collège européen de santé publique. Elle est autrice de 45 publications internationales et éditrice pour Frontiers in Veterinary Science. Donc voilà, au final, moi je trouve que c'est un superbe parcours avec un double cursus vétérinaire et chercheur que tu as mené en parallèle, ce qui correspond tout à fait à ce que nous souhaitons développer dans cette section formation et recherche. Et tes connaissances en épidémiologie et analyse de risque sur le sujet antibiorésistance et One Health seront je pense, très utile pour notre académie. Et juste pour finir, je suis aussi très contente d'accueillir, et ça, du coup, aujourd'hui, deux femmes, et parce que nous avons besoin d'être un peu plus représentées au sein de notre compagnie. Donc voilà, merci à toi, Lucie.
Merci beaucoup Marie-Cécile pour cette, très belle introduction qui me touche beaucoup. Bonjour à tous et merci de votre accueil ici à l'Académie, vétérinaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de travaux dans lesquels je suis directement impliquée et qui visent à mieux comprendre l'épidémiologie de la résistance aux antibiotiques chez l'animal. Alors vous le savez, l'antibiorésistance représente un poids sanitaire et économique important et les estimations les plus récentes estiment ce chiffre à environ 1,3 million de décès dans le monde attribués à une infection bactérienne résistante. Bien sûr, ce fardeau varie beaucoup d'une région du monde à l'autre. Pour l'Europe, on estime que c'est plutôt de l'ordre de 133 000 décès par an et pour la France, environ 7 000. Alors ce chiffre pourrait augmenter dans les années qui viennent et on pourrait atteindre environ 2 millions de décès par an dans le monde d'ici 2050, du fait notamment du vieillissement de la population, comme on peut le voir ici sur ce graphe à droite. Alors ce fardeau, il est également économique et l'antibiorésistance a un impact majeur sur nos dépenses de santé en termes d'échecs de traitement ou de séjours hospitaliers allongés. Ce fardeau a été estimé pour la France par l'OCDE à 6,5 milliards de dollars par an. Quel est le fardeau chez les animaux? On le connaît moins, par manque de données, même s'il y a une initiative qui est menée par l'Université de Liverpool, qui s'appelle le Global Burden of Animal Diseases, qui essaye justement d'estimer un petit peu ce chiffre à l'échelle mondiale dans le secteur animal. Alors, vous le savez, humains et animaux partagent le même arsenal thérapeutique, et c'est également le cas pour les antibiotiques, avec deux classes, par exemple les aminopénicillines et les macrolides, qui sont largement utilisées dans les deux secteurs. On sait que la sélection d'antibiotiques sélectionne pour la résistance, qu'elle ait lieu chez l'homme ou chez l'animal, d'où la nécessité d'avoir une approche coordonnée pour organiser au mieux le partage de cet arsenal thérapeutique. Une fois sélectionnées, ces bactéries résistantes peuvent diffuser entre compartiments et entre secteurs. Ce sont d'une part les bactéries résistantes qui peuvent diffuser, mais également les gènes qu'elles portent. Pourquoi? Parce que ces gènes qui confèrent la résistance aux antibiotiques sont souvent portés par des éléments génétiques mobiles tels que les plasmides ou les intégrons, qui peuvent diffuser notamment entre bactéries, mais aussi entre bactéries de la même espèce, pour pouvoir intégrer notamment des bactéries pathogènes des humains ou des animaux. Alors mon travail ou mes activités de recherche, elles s'articulent autour de trois volets. D'une part, renforcer la surveillance de l'antibiorésistance chez l'animal, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Comprendre ce qui est commun aux différents secteurs de ce qui ne l'est pas. Donc, essayer de mettre un peu un poids finalement sur les flèches qu'on voit sur ce graphe pour essayer d'appuyer un petit peu nos gestionnaires pour finalement la sélection de mesures de gestion qui soient appropriées. Donc, c'est un petit peu l'articulation que je vous propose dans cette présentation aujourd'hui. Donc, je vais essayer de décliner ces trois volets dans les diapositives qui suivent. Alors, renforcer la surveillance de l'antibiorésistance chez l'animal. Marie-Cécile l'a évoqué tout à l'heure dans son introduction. On a en France la chance d'avoir un réseau qui est bien établi depuis plus de 40 ans maintenant, qui s'appelle le RESAPAT. Donc, je suis impliquée dans la coordination de ce réseau qui a grandi au cours des années. Au départ, il ciblait uniquement le secteur bovin. Et puis, au fil du temps, on a réussi à étendre ce réseau pour atteindre en 2023 105 laboratoires contributeurs, publics et privés, avec la collection de données d'antibiogrammes relatives à plus de 90 000 souches cliniques isolées d'animaux domestiques de toutes les espèces, animaux de rente et de compagnie. Donc, c'est un travail de longue haleine pour animer ce réseau-là, mais c'est aussi une contribution importante à différents égards pour la maîtrise de l'antibiorésistance en France. On voit le RESAPAT comme un complément à d'autres dispositifs de surveillance chez l'animal. D'une part, la surveillance de la résistance chez les animaux sains, c'est celle qui est réalisée à l'abattoir et dans les denrées, mais aussi une surveillance des usages d'antibiotiques par le suivi des ventes d'antibiotiques, mais également plus récemment par le dispositif Calypso qui vient récupérer les données de prescription de délivrance. Donc la combinaison finalement de ces trois dispositifs, RESAPAT, animaux sains, usage, permet de nourrir nos décideurs pour mettre en place des plans de gestion adaptés, nos plans éco-antibio, 1, 2, puis 3, la feuille de route interministérielle également. Le RESAPAT, c'est aussi une source de données riche pour des activités de recherche, puisqu'il donne accès à des souches sur demande auprès des laboratoires adhérents. Et l'accès à ces souches nous permet notamment de mieux comprendre les mécanismes moléculaires en jeu. Et puis enfin, plus récemment, donc le RESAPAT, on lui a donné une ouverture européenne et One Health, que je vais décrire un petit peu plus dans les diapositives suivantes. Alors, l'ouverture européenne, tout d'abord. On s'est demandé il y a quelques années, finalement, si on avait des dispositifs équivalents au RESAPAT dans d'autres pays européens.
On a réalisé un travail de cartographie. C'est mon collègue Rodin Madère qui est allé voir les différents pays européens pour voir un petit peu ce qui était fait ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'en 2021, on avait environ la moitié des pays européens qui disposaient d'un dispositif de surveillance de la résistance chez les bactéries pathogènes des animaux. C'est ceux qui sont en vert sur cette carte. Mais parmi ces pays en vert, on avait un peu toutes les gammes de vert. Ça veut dire qu'on avait des dispositifs qui étaient très variés et très différents. Par leur couverture, par leur volume de données. Le RESAPAT était de loin le plus grand contributeur. Par les techniques d'antibiogramme qui sont utilisées également et leur interprétation. Donc, il y avait un vrai besoin d'harmoniser nos pratiques pour pouvoir mettre en commun nos données et peut-être mieux comprendre comment la résistance peut diffuser également entre pays. Et donc, c'est mon collègue Jean-Yves Madec, que certains d'entre vous connaissent, je pense, qui a été à l'initiative de ce réseau, IRSVET, Réseau européen de surveillance de la résistance aux antibiotiques en médecine vétérinaire, qui, en fait, l'idée, c'est d'inspirer un petit peu ce qui est fait en santé humaine dans le cadre d'un réseau qui s'appelle IRSNet, pour combler une lacune dans la surveillance européenne de l'antibiorésistance chez les bactéries pathogènes des animaux de production et de compagnie. L'idée étant de compléter la surveillance qui existe déjà à l'échelle européenne qui vise la chaîne alimentaire, de contribuer au bon usage des antibiotiques en médecine vétérinaire. Je pense qu'on l'a déjà bien éprouvé en France avec le RESAPAT, mais c'est vrai qu'à l'échelle européenne, on manque de données sur les bactéries qui rendent nos animaux malades pour pouvoir ensuite instruire des politiques de maîtrise des usages, contribuer à l'évaluation des risques également, et puis appuyer le gestionnaire donc pour la mise en œuvre et l'évaluation de politiques de maîtrise. Donc, ce réseau IRSVET s'est développé dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle JAMRAI, Action européenne conjointe contre l'antibiorésistance, qui est un très gros projet européen coordonné par l'INSERM et en particulier par Marie-Cécile Ploix, qui a été développé en 2 phases. Une première phase de 2017 à 2021, qui nous a permis de construire les bases du réseau IRSVET, définir sa vision, ses objectifs, identifier les bons partenaires, définir le périmètre d'études, quels sont les couples bactéries antibiotiques sur lesquels on veut travailler, quelles sont les méthodes et standards qu'on veut utiliser. Et puis, on a mené une étude pilote avec 9 pays européens. On a maintenant une deuxième phase qui a démarré l'an dernier, de beaucoup plus grande envergure, puisque financée maintenant à hauteur de 50 millions d'euros versus 4 millions pour la première. Toujours coordonnée par Marie-Cécile Ploix. Merci beaucoup pour ce travail. Et qui vise à déployer IRSVET à grande échelle. On a étendu le réseau à 18 pays et 40 partenaires et on est actuellement en train de construire des outils pour pouvoir, en routine, collecter, analyser et publier ces données. L'idée, c'est aussi d'harmoniser et d'améliorer la comparabilité des données entre elles par des méthodes de bactériologie qui soient similaires entre pays. On va également séquencer une partie des souches. Et puis, un travail important aussi, c'est d'assurer la pérennité de ce réseau au-delà de JAMRAI 2. Et donc de travailler à l'intégration, à la surveillance européenne de ce réseau. Je voulais dire un petit mot également sur une initiative internationale, cette fois, qui s'appelle InFarm, un programme qui a été lancé par la FAO en 2023 et qui vise lui aussi à construire une surveillance de la résistance chez les animaux d'élevage, en couvrant les bactéries commensales, zoonotiques et pathogènes, puisque jusqu'à présent, on avait seulement une surveillance des ventes ou usages d'antibiotiques par l'OMSA. Donc ça va être un dispositif complémentaire qui va rajouter le volet résistance qui manquait jusqu'ici. Et donc l'ANSES, en tant que centre collaborateur de la FAO pour l'antibiorésistance, appuie également au développement de ce programme. Par exemple, on a utilisé les données du RESAPAT pour tester la plateforme de collecte. On appuie également pour la construction du protocole. Et puis, on a également, par exemple, un jumelage en cours avec le Sénégal pour essayer d'appuyer certains pays à la centralisation et l'analyse des données pour qu'ils puissent eux aussi soumettre leurs données à InFarm. Donc voilà, on espère qu'on aura des données sénégalaises dans 1 an ou 2. Voilà pour ce premier axe. Donc, je voulais passer maintenant au second axe, qui est relatif à l'approche un petit peu intersectorielle des surveillances, qui vise à mieux comprendre ce qui est commun aux différents secteurs et ce qui ne l'est pas. Alors, je pense que vous avez tous en tête les recommandations internationales qui nous poussent à progresser vers une surveillance plus intégrée entre secteurs, et c'est particulièrement le cas pour l'antibiorésistance, avec différentes recommandations issues du Codex Alimentarius, de l'OMS ou de l'Alliance quadripartite. Je ne m'étends pas sur les détails parce que je pense que le professeur Jacob Zinstak nous dira plus d'informations dans la communication suivante. Mais nous, on essaye de mettre en œuvre ces recommandations en France pour la surveillance de l'antibiorésistance. La question, c'était où démarrer? Parce qu'on a beaucoup de dispositifs de surveillance en place, chez l'homme, chez l'animal, chacun avec sa base de données, son rapport annuel, son tableau de bord, et en fait, tout est assez fragmenté.
On s'est rendu compte assez vite que personne n'avait vraiment une vision globale des différentes sources de données disponibles. Donc, il y avait vraiment un vrai besoin d'une cartographie lisible et complète des dispositifs de surveillance existants, comme une première étape pour progresser vers une surveillance One Health de l'antibiorésistance en France. Donc, on s'est mis en route dans le cadre d'un projet éco-antibio qui s'appelle Sur One Health, et essayer de cartographier notre système français de surveillance de l'antibiorésistance. On s'est dit, on va prendre tous les dispositifs qui existent, qui génèrent de la donnée quantitative en routine sur la résistance, les usages antibiotiques, les résidus. On n'avait pas tellement idée de combien on allait en trouver. On en a trouvé 48. Voilà comment ils se répartissent entre le secteur humain, à gauche en bleu, le secteur animal ou alimentaire au centre, et le secteur environnemental à droite. Vous voyez donc la partie environnementale, c'est un peu le parent pauvre de la surveillance aujourd'hui. Au contraire, on a beaucoup de dispositifs chez l'homme et quand même pas mal aussi chez l'animal. On a peu de dispositifs qui sont intersectoriels. Nous, on en a trouvé 2. La surveillance Listeria sur à la fois les denrées et l'homme, et une surveillance océan Indien, la résistance à la fois chez l'homme et l'animal à La Réunion et à Mayotte. On a aussi peu de dispositifs qui regardent à la fois les résistances et les usages d'antibiotiques, ce qui sera la frontière ici, là. Donc, vous voyez que là encore, à ce niveau-là, entre résistance et usage, on est quand même assez séparés, un petit peu chacun de son côté. Alors, pour pondérer un petit peu ce constat, alors dire d'abord qu'il y a une bonne partie de ces dispositifs qui contribuent à des programmes de surveillance européens, c'est ceux qui sont en rose clair ici, et à des programmes internationaux, c'est ceux qui sont en rose foncé. Dire aussi que certains sont quand même organisés à ce qu'on a appelé des sous-systèmes, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des activités un petit peu communes, certains qui contribuent par exemple à l'ONERBA, les centres nationaux de référence, qui ont certaines activités de coordination communes, le REPIAS qui regroupe différentes missions nationales dans le secteur humain. Et puis un autre système qui est intéressant pour l'approche One Health, qui sont tous ces programmes-là que j'ai surlignés avec un petit diamant bleu, qui sont ceux qui contribuent chaque année à une synthèse annuelle One Health, qui est coordonnée par Santé publique France et publiée à l'occasion de la semaine du bon usage des antibiotiques. Si vous ne connaissez pas ce document, je vous encourage vivement à aller le voir parce qu'il est vraiment très bien conçu. Je fais de la pub parce que c'est un super document que personne ne connaît, donc c'est l'occasion peut-être de le diffuser auprès de vous. On y synthétise les principaux résultats de surveillance et d'activités de recherche également. On a aussi fait le choix d'indicateurs communs à l'homme et l'animal. Un exemple est donné ici avec les E. coli résistants aux céphalosporines de 3e génération chez l'homme et l'animal. On peut confronter un petit peu nos tendances, même si ça reste, voilà, on met des graphes l'un en face de l'autre, mais on travaille une analyse un petit peu plus aboutie pour essayer d'améliorer cette synthèse. Donc, à l'issue de ce travail de description, de cartographie et puis d'évaluation, on a formulé 11 recommandations qui étaient transmises aux gestionnaires, c'est-à-dire nos ministères de tutelle, la santé, l'agriculture et l'environnement, pour essayer de progresser vers une surveillance plus intégrée et One Health. La première, c'était de créer une instance One Health opérationnelle de coordination des surveillances, parce qu'on a une feuille de route interministérielle qui existe, mais elle manque encore d'opérationnalité. La deuxième recommandation qu'on a formulée, c'était de renforcer la surveillance dans l'environnement. Vous l'avez vu tout à l'heure sur cette matrice un peu compliquée. On a très peu de surveillance dans l'environnement aujourd'hui. Et enfin, créer un groupe de travail intersectoriel pour faciliter les analyses croisées. Donc, des gens qui mettent un petit peu les mains dans le cambouis pour mener les analyses stats et voir où est-ce qu'on a des associations statistiques et où est-ce qu'on n'en a pas. Donc, ces recommandations, on a commencé à les mettre en œuvre dans le cadre d'un méta-réseau qui s'appelle PROMIS, qui rassemble les principaux acteurs de la lutte contre l'antibiorésistance en France et qui est coordonné par l'INSERM, là encore par Marie-Cécile Ploix. Merci une deuxième fois pour tout ce travail de coordination. Donc, on a fait pas mal de progrès avec ce méta-réseau. Le premier, c'était le lancement d'un réseau de surveillance de l'antibiorésistance dans l'environnement qui s'appelle EMR-ENV et qui va permettre justement de combler cette lacune que j'ai évoquée précédemment. On a également construit un entrepôt de données commun aux différents dispositifs de surveillance où pour 15 indicateurs communs d'intérêt à l'homme et l'animal, on a commencé à rassembler nos données sous format agrégé pour le moment, mais ce qui nous a permis de faire une première étude pilote pour réaliser des analyses croisées de nos données de surveillance chez l'homme et l'animal, suivant une approche qu'on a appelée GIACRA-like. Alors, pourquoi GIACRA-like? Parce qu'on s'est inspiré très largement d'une approche GIACRA qui est réalisée cette fois-ci à l'échelle européenne, où le CDC, l'EMA et l'EFSA mettent en commun leurs données de surveillance issues de différents programmes européens et via une approche écologique, regardent finalement les associations statistiques qu'on a entre usage et résistance chez l'homme et l'animal, à la fois au sein de chaque secteur, donc ce sont ici les barres verticales, mais aussi entre secteurs, avec cette barre horizontale ici.
Et ce qu'on voit, c'est que pour certains couples bactériens antibiotiques, alors c'est écrit très petit ici, j'imagine pas que vous allez lire tout ça, mais pour donner un exemple, ici pour Campylobacter jejuni résistant au fluoroquinolone, par exemple, on voit que pour les pays européens qui utilisent le plus de fluoroquinolone, ce sont aussi ceux pour lesquels la résistance au fluoroquinolone chez le poulet est la plus élevée, et pour lesquels la résistance au fluoroquinolone chez les humains est également la plus élevée. Donc, je me suis rapprochée de ma collègue Claire Chauvin, qui est largement impliquée dans la réalisation des analyses statistiques pour ces travaux européens, en disant ça serait peut-être intéressant de répéter cette analyse croisée avec nos données françaises, en partant donc des dispositifs qui contribuent à l'analyse européenne, qui sont ceux décrits en rose ici, et en rajoutant un certain nombre de dispositifs français qui ne sont pas valorisés aujourd'hui à l'échelle européenne. Donc, on y a rajouté notamment les données du RESAPAT, que j'évoquais tout à l'heure, les données de l'océan Indien, les données de ville, puisque à l'échelle européenne, les données qui sont utilisées sont plutôt des données hospitalières. Et on a également rajouté les données de réanimation. Alors, ces analyses croisées sont en cours de construction. Et puis, par manque de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous donner un exemple, on a travaillé par exemple sur E. coli multisensible, c'est-à-dire sensible à 5 classes d'antibiotiques utilisées chez l'homme et l'animal. Et on voit des associations statistiques au sein de chaque secteur, c'est-à-dire entre consommation totale d'antibiotiques et E. coli multisensible, à la fois chez l'homme et chez l'animal. On ne l'a pas vu, par contre, entre secteurs. Voilà, donc c'est un exemple. On a d'autres indicateurs sur lesquels travailler, sur lesquels on va continuer à travailler dans les mois et les années qui viennent. Ces approches écologiques, on sait qu'elles sont parfois un peu limitées. On compare un peu des choux et des carottes, des populations pas toujours très comparables. On s'est dit, on pourrait peut-être essayer de répéter l'exercice à une échelle plus locale, dans le cadre d'un projet qu'on a monté qui s'appelle Comédia Lyon, qui vise à décrire et expliquer la diversité de l'antivirustance dans diverses zones géographiques de la métropole de Lyon. On s'appuie pour cela sur les données des hospices civils de Lyon, les données de la mission Primo, qui surveille la résistance en ville, donc vers les laboratoires de microbiologie. Pour les données sur les chiens, on a bien sûr les données du RESAPAT, mais on va aussi aller prélever des fécès de chiens dans différents parcs canins de la ville. Et puis, on s'est aussi rapproché de la métropole de Lyon pour collecter des échantillons d'eau en amont et en aval de différentes stations d'épuration. L'idée, c'est de cartographier la diversité des niveaux de résistance dans les 3 secteurs, de voir si on a des facteurs socio-économiques qui peuvent peut-être influencer les niveaux de consommation et de résistance, parce que d'un quartier à l'autre de la métropole, on n'a pas du tout les mêmes profils d'habitants, et puis évaluer éventuellement dans quelle mesure les eaux usées jouent un rôle dans la dissémination de l'antibiorésistance. Et puis enfin, pour aller de façon encore plus fine, on travaille également avec des données génomiques, en collaboration avec l'équipe de Jean-Yves Madec et Marisa Henny. Juste pour donner un exemple, on a fait une étude sur E. coli ST131 multirésistant, qui est un vrai pathogène en santé humaine, et pour lesquels on allait voir un petit peu quelles étaient les données issues de l'animal qui pouvaient y être associées. Alors, c'est une figure qui est un petit peu complexe, mais si vous regardez ici le troisième cercle, c'est celui qui décrit l'origine des différentes souches. On a considéré des souches aviaires, de chiens, de chats et de porcs. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, les souches aviaires sont plutôt à part, mais que nos souches humaines sont assez imbriquées avec les souches canines. On pensait au départ que les cas chez le chien étaient simplement un spillover des cas humains, mais ce n'est pas tellement le cas. On a apparemment une évolution d'hôte également chez le chien. Et donc, on va progresser maintenant vers des approches de phylodynamie. On va tester pour la première fois sur les données du RESAPAT pour essayer de comprendre un petit peu la temporalité, qui aurait contaminé qui, et essayer d'avoir un arbre daté plutôt qu'un arbre un peu brut comme celui-ci. Voilà. Et puis donc, en quelques mots, le dernier axe, des données en appui aux gestionnaires, évaluation des risques et impact des politiques publiques. Je vais donner quelques exemples sur lesquels on travaille dans ce domaine. Le premier, vous l'avez peut-être vu, publié l'an dernier, c'était, on va dire, une boîte à outils à destination du gestionnaire pour savoir comment gérer une émergence d'une résistance d'importance pour la santé humaine chez l'animal. Donc, un exemple est donné ici pour les entérobactériales résistance au carbapenem, qui est un antibiotique donc, de dernier recours en médecine humaine. Voilà. On a proposé différentes options de gestion à destination du ministère de l'Agriculture en cas d'isolement d'une entérobactériale résistante au carbapenem, par exemple en élevage, à l'abattoir, à la transformation ou la distribution. Donc ça, c'est un premier exemple. On travaille aussi sur des modèles quantitatifs dans notre équipe. Un exemple, c'est celui du projet Envir, où on essaie de développer des modèles d'appréciation quantitative du risque depuis les élevages de volailles
où on modélise depuis l'élevage jusqu'à l'exposition humaine via différentes voies d'exposition, qu'elles soient environnementales, alimentaires ou professionnelles. On cherche à modéliser les niveaux et les types de résistance de façon un petit peu mécaniste aux différentes étapes, pour ensuite évaluer l'effet d'intervention et les prioriser. Et puis un dernier exemple, c'est celui du projet Impact TMR, où là, on cherche à évaluer l'impact des plans éco-antibio qui ont vraiment drastiquement entraîné une réduction drastique des usages d'antibiotiques dans le secteur animal, en particulier chez les animaux de production. Donc on cherche à voir dans quelle mesure ces baisses d'usage ont eu un impact significatif ou pas sur les baisses de niveau de résistance. Avec un exemple ici chez les bovins et les chiens et chats. On voit que ça fonctionne assez bien pour certaines familles d'antibiotiques, typiquement les fluoroquinolones et dans une moindre mesure les céphalosporines. Pour d'autres, comme l'amoxicilline acide clavulanique, c'est moins le cas. Et donc, on a sans doute des co-sélections qui sont cachées derrière. C'est plus compliqué que ça. Donc, c'est ce qu'on cherche à creuser avec des données génomiques également pour mieux comprendre les mécanismes en jeu. Voilà, au bilan, donc, via cette présentation, j'espère vous avoir présenté des travaux récents qui permettaient de renforcer la surveillance de l'antibiorésistance chez l'animal, comprendre ce qui est commun à différents secteurs et ce qui ne l'est pas, et puis enfin, fournir des données qui soient utiles aux gestionnaires pour proposer des mesures de gestion adaptées. Ces 3 volets passent nécessairement par une ouverture vers une surveillance européenne de l'antibiorésistance, via notamment le réseau IRSVET, une avancée vers une surveillance génomique, qui nous permet de comprendre plus finement finalement les tendances qui se cachent derrière nos données un petit peu macro et phénotypiques. Et puis, une meilleure coordination One Health pour la maîtrise de l'antibiorésistance en France. Donc, pour terminer, je voulais remercier l'ensemble des personnes qui étaient impliquées dans ces travaux. Bien sûr, au centre, ici, le RESAPAT, avec ses laboratoires adhérents et son équipe d'animation, mais aussi, ici autour, le réseau Promis et le réseau IRSVET avec Leïla. On collabore depuis quelques années. Et puis enfin, juste pour finir cette communication, je voulais synthétiser peut-être en quelques mots les contributions que je souhaite apporter à l'Académie vétérinaire de France. Bon, je suis relativement jeune et mon CV est sans doute beaucoup plus court que la plupart d'entre vous ici, mais j'espère quand même pouvoir apporter ma contribution, une contribution scientifique d'abord. Mes disciplines couvrant l'épidémiologie, la surveillance et l'évaluation des risques. Je pense pouvoir contribuer en priorité à la section recherche et enseignement, qui est celle par laquelle je suis entrée, notamment avec Marie-Cécile Ploy. Mais je suis également intéressée par les sections santé publique vétérinaire, une seule santé et relations internationales. Je pense avoir un réseau professionnel assez riche qui peut peut-être être utile également à cette académie, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Et puis, comme l'expliquait un petit peu tout à l'heure Marie-Cécile, j'ai un peu une appétence pour cette démarche collaborative, qu'elle soit intersectorielle et One Health, avec un exemple sur Promis, interculturelle via IRSVET ou la FAO, et interdisciplinaire via Comédia Lyon. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.